Bonjour Nicole Belloubet. Vous êtes, je pense, dans la situation rare d'une vice-présidente de région en charge de l'éducation, ayant également assuré la responsabilité de rectrice de l'Académie. À l'aune de cette originalité, quel regard portez-vous sur la mise en œuvre des compétences partagées prévues par les lois de décentralisation concernant l'éducation en particulier, et surtout lorsqu'on le voit dans le cadre du développement du numérique au lycée? Alors, si vous voulez, la question de la répartition des compétences a toujours été très complexe parce que les frontières ne sont pas d'une clarté absolue. La question le rôle des collectivités territoriales a toujours été clair sur l'équipement, sur la mise en œuvre des outils qui permettent évidemment d'assurer la meilleure qualité éducative possible. De ce point de vue-là, pour l'éducation numérique, la région Midi-Pyrénées, en lien avec l'État, a mis en place les espaces numériques de travail. Donc, au fond, ces espaces collaboratifs, ce réseau entre l'ensemble des lycées qui permettent aux profs et aux élèves, à l'administration des lycées, aux familles d'avoir des liens, d'être connectés. Donc là-dessus, nous avons fait un très gros effort dans la région Midi-Pyrénées, puisqu'aujourd'hui, tous les lycées bénéficient de l'ENT et la plupart des collèges également. Et puis, nous avons décidé, dans le cadre de nos compétences, j'allais dire facultatives, dans le cadre d'une politique éducative un peu ambitieuse que conduit la région Midi-Pyrénées, de doter les lycéens d'un ordinateur portable. C'est Ordilib. C'est l'opération Ordilib que nous avons faite sous conditions de ressources, puisqu'il s'agit pour nous à la fois de lutter contre la fracture numérique en permettant à des familles qui sont parfois éloignées des villes et éloignées peut-être aussi de l'accès à ces outils, de pouvoir en bénéficier, mais également réduction de la fracture sociale, donc fracture numérique et fracture sociale. Donc on a une opération là qui a connu un vrai succès et que nous renouvelons évidemment que nous allons renouveler d'année en année. Alors, si vous voulez, on a des compétences en matière d'équipement, des compétences facultatives que nous exerçons. Et à côté de cela, là où il y a des zones d'ombre, elles tiennent à la question de la maintenance de ces outils, puisque l'État a refusé expressément, en 2005, le transfert aux régions des personnels qui auraient pu assurer cette maintenance, et que maintenant l'État n'assure pas cette maintenance. Donc on a là une vraie zone d'ombre et une vraie difficulté, moi, qui vraiment me fait souci, puisque si vous voulez, les choses ne sont pas claires. L'État a refusé, et donc, du coup, si nous faisons, c'est vraiment par défaut, et ça pose quand même un problème d'éthique politique. Bon. Et donc, des zones d'ombre. Et enfin, pour terminer, dans le cadre des compétences qui demeurent à l'État par rapport à cette question de l'éducation numérique, c'est notamment la formation des enseignants. Et là, je trouve qu'il y a une défaillance grave de l'État qui n'a pas suffisamment de moyens, qui ne consacre pas suffisamment de moyens à cette formation des enseignants. Et donc je ne voudrais pas qu'on aboutisse à un paradoxe où les établissements sont équipés, sont connectés, où les élèves sont équipés, parce que dans beaucoup de régions, il y a cet effort qui est fait au bénéfice des élèves qui ont des tablettes ou des ordinateurs. Je ne voudrais pas qu'on arrive à ce paradoxe d'un équipement à peu près cohérent et de l'inexistence de la formation des enseignants, alors qu'il y a urgence à révolutionner les pratiques pédagogiques sur la base de cet outil numérique. Mais alors, le pays se prépare à des échéances électorales importantes dans les mois qui viennent. Un grand bouleversement va affecter certainement l'ensemble des structures représentatives de la nation, et en particulier l'élection à la présidence de la République. Dans le cadre de cette réflexion, et puis à l'aune également de votre expérience personnelle, pensez-vous que le partage de compétences mériterait d'être repensé? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, il faut remonter à 81 pour l'essentiel. Le décret du 30 août 85, c'est un petit peu la base de départ du fonctionnement des EPLE et de la mise en décentralisation du fonctionnement de l'éducation nationale. Et c'est à partir de là que ce partage de compétences a été établi. Pensez-vous qu'il est temps d'envisager que cette définition et ce partage soient repensés? Oui, il est temps, en toute hypothèse. Élection ou pas élection, les élections à venir seront évidemment un temps propice, mais en toute hypothèse, il me semble qu'il est temps de relire le partage des compétences.
et dans un sens qui me semble devoir inéluctablement aller au bénéfice des collectivités territoriales. Je suis très favorable à la présence d'un État fort, mais pas d'un État qui contrôle tout alors qu'il n'en a plus les moyens, n'est-ce pas ? Donc moi, je pense vraiment qu'il faut donner aux collectivités territoriales ce qui correspond à la réalité de leur présence. Alors Edgar Faure avait dit en son temps que les régions étaient entrées dans la pédagogie par les chaudières. Et je trouve que cette phrase est très juste, parce que c'est vrai qu'on a commencé à repeindre les murs, à mettre des chaudières dans les lycées, et comme l'a dit très justement un intervenant tout à l'heure lors de la table ronde à Ludovia, à partir du moment où vous formatez une salle de classe, à partir du moment où vous mettez des équipements informatiques pour apprendre les langues ou pour faire toute autre chose ou pour apprendre les sciences, vous modifiez les pratiques pédagogiques inéluctablement. Donc il est vrai que les collectivités pénètrent de plus en plus dans une sphère qui est à la lisière de l'éducatif et de la pédagogie. Je ne prétends pas que les collectivités territoriales doivent faire de la pédagogie, ce n'est pas leur rôle. Mais en revanche, sur des domaines tels que les questions de l'orientation, sur lesquels nous avons déjà des compétences, il faut absolument que nous ayons la possibilité d'avoir un véritable service public régional de l'orientation qui sera connecté avec l'ENT, bien entendu. Et puisque nous agissons déjà dans ces domaines-là, il faut, me semble-t-il également, que sur les formations professionnelles, nous puissions aller plus loin. Il faut encore, me semble-t-il, que peut-être, comme ça se fait ailleurs, en Espagne, où les communautés ont la possibilité d'inclure dans les programmes pédagogiques jusqu'à 40% du contenu des programmes. Il faut reconnaître que les collectivités ne violent pas l'éducation nationale si elles apportent des ressources pédagogiques qui répondent à leur territoire et que les enseignants pourront ou n'utiliseront pas, peu importe. Mais je veux dire que nous soyons également pas que chargés d'implanter des tuyaux, mais que nous puissions également participer à la mise en œuvre de ces ressources. Bref, je crois qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels il est important de prendre acte d'une réalité et de donner aux collectivités les compétences qu'elles exercent peu ou prou déjà. Et c'est au fond ce fameux acte 3 de la décentralisation que revendique notamment l'Association des régions de France et les présidents des régions de France. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci.